Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise et tout de suite, voici les grands titres. Les réfugiés congolais hébergés par le Rwanda dans les camps de Kiziba et de Nkamira en province de l'Ouest dénoncent les massacres répétitifs contre les populations Tutsi et Banyamulenge du Nord Kivu et du Sud Kivu ainsi que les Hémas de l'Ituri. Le mois de la francophonie, les volontaires envoyés au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants de l'Organisation internationale de la francophonie se félicitent de leur intégration au Rwanda. Bienvenue encore une fois à ce journal. Alors que nous sommes au mois de mars, le mois de la francophonie, les volontaires envoyés au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants de l'Organisation internationale de la francophonie se félicitent de leur intégration au Rwanda. Ils se réjouissent également de l'essor des Français dans les milieux où ils sont installés. Deux d'entre eux se sont entretenus il y a un instant avec notre collègue Jean Damascène Manishimwe. Nous sommes arrivés ici, moi particulièrement, je suis arrivée ici au Rwanda le 14 avril 2022. Je suis arrivée à Kigali, c'était vraiment tout beau. La propreté, tout ça, j'avoue qu'elle m'a vraiment laissé un peu perplexe. J'étais vraiment contente de découvrir la ville la plus propre d'Afrique. Et voilà, après ça, nous sommes rentrés... C'était la première fois d'arriver à Kigali? Oui, c'était ma toute première fois d'arriver ici. Oui, c'était ma toute première fois. Oui. Et Didier, c'est différent? Oui, nous sommes arrivés en avril, c'est ce que nous avons de commun, mais nous sommes arrivés, je suis parti du Cameroun le 16, je suis arrivé ici le 17. Donc ma première fois d'arriver à Kigali, c'était le 17 avril 2022, où nous avons été accueillis ici à Kigali par sa beauté, la propreté, la sécurité aussi. Bref, s'il faut parler des merveilles de Kigali, on n'en finira pas. Et vous êtes déployé, vous Didier c'est à Kigali, mais Manuela c'est à l'est du pays. Oui, à l'est du pays précisément dans le secteur de Kibongo, au GS Gaïma, au groupe scolaire Gaïma. Oui. Alors, vous êtes dans l'enseignement, en apprentissage du français, et comment avez-vous trouvé le terrain? Alors, le terrain quand nous sommes arrivés, c'est ce pourquoi nous sommes quand même venus. Hein. Nous sommes venus pour travailler. Donc, oui, on a trouvé qu'il y avait quand même du travail à faire. Oui. Avec nos élèves, avec une collaboration ici à mettre en place avec nos différents collègues. Et au départ, ça a été quand même un peu, j'ai envie de dire, tu arrives dans un endroit où c'est tout nouveau, tu essaies de prendre tes marques. Et voilà, donc on a essayé de se plonger dans la situation là. De vous adapter? De nous adapter. Et voilà, après, la mayonnaise, elle a pris. Et on a essayé de travailler avec nos enfants, comme j'aime bien les appeler, nos apprenants, et aussi avec nos collègues enseignants de français. Et quand même, tous les autres aussi, on va dire. Oui, vous Didier, comment avez-vous trouvé les élèves ici à Kigali? Oui, pour mon cas, qui suis au groupe scolaire Karim Bourré, contrairement à certains qui ont eu la chance d'accueillir les premiers volontaires, les volontaires de la première cohorte, je suis arrivé, le français faisait encore très peur. Alors, il y avait cette peur de la langue, il y avait même cette peur de m'aborder, parce qu'on se dit, ah, si je m'en vais auprès de lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Il ne savait pas comment communiquer avec moi. Comment communiquer avec moi et tout ça. Donc, ça a été mon premier défi, de pouvoir vaincre d'abord la peur, chasser cette peur-là au sein de l'école, et même parmi les enfants et même les collègues locaux. Oui. Donc, j'avais déjà détecté un défi. Ça a commencé à être ma première bataille déjà. Oui. Et aujourd'hui, après environ 2 ans, la situation a changé? Oui, la situation a connu une évolution très, très significative parce que déjà, des personnes qui avaient peur de parler français, qui essayent déjà de parler français, des personnes qui avaient peur de m'aborder, qui m'abordent sans hésiter. Vous communiquez sans problème? Nous communiquons sans problème, même si le français n'est pas très correct, mais notre but déjà c'était de leur donner un moyen de communiquer en français. Oui. Et je pense que nous allons déjà vers, nous pouvons dire que l'objectif
est sur le point d'être atteint. Donc les élèves ne sont plus complexés, ils osent parler sans problème? Ils sont plus complexés, ils n'ont plus cette peur et ils sont devenus très motivés pour apprendre le français parce que les méthodes que nous avons mises en place pour pouvoir enseigner le français ont suscité de la motivation au niveau des élèves. Et aujourd'hui, je pense que à des moments, même quand je n'ai pas classe, quand je n'ai pas une leçon dans une classe et que je passe à côté de cette classe, ils me disent toujours, monsieur, pas ici, pas ici, pas ici. Ils vous invitent à venir chez eux? Ils m'invitent à venir, pourtant je n'ai pas cours avec eux, donc vous comprenez que la situation a beaucoup changé. Et justement, vous faites allusion aux méthodes d'enseignement-apprentissage, peut-être à vous, Manuela. Oui. Comment faites-vous pour augmenter, pour relever la motivation, étant donné que la motivation est un facteur clé dans l'apprentissage? Énormément, énormément. Et en fait, c'est un peu comme Didier le disait tout à l'heure, déjà tu arrives dans une classe où les élèves, ils sont quand même un peu timorés. C'est, voilà, à la limite, ils sont hyper calmes. Oui. Tu te dis, ils n'ont pas envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'on met en place déjà? Il y a plusieurs manières, hein, chacun a ses petites astuces et tout. Moi, la chanson, tout de suite pour les réveiller, quand j'arrive, qu'est-ce que vous avez? Avec beaucoup de gestes et tout, parce que ce n'est pas évident qu'ils comprennent tout de suite ce que tu fais. Donc déjà, on chante. Et par exemple, dans le cours, quand on fait le cours, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est de ne pas les interroger individuellement. Oui. Tu poses la question et ils répondent tous ensemble. Comme ça, il y a certains qui, même si peut-être ils ont la réponse, ils n'ont pas le courage de lever la main. Et là, tout de suite, ils répondent avec leurs amis. À côté de ça, il y a une chose aussi qu'on met tous en place avec tous nos collègues, c'est la méthodologie FLE on va dire, que nous enseigne, on va dire TV5, qui part déjà de susciter leur intérêt sur le sujet qu'on va aborder à partir d'une vidéo. Oui. Et voilà, là, tout de suite, ils sont captivés. Et après, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on montre tout de suite la vidéo que voilà, ils la comprennent et tout, mais déjà, ils sont captivés, ils ont envie de regarder, ils ont envie de t'écouter. Et quand tu leur poses la question, ils sont attentifs et voilà, ils répondent. Donc, c'est plusieurs choses comme ça qu'on essaie de faire en classe. Les interroger, même quand souvent ils ne lèvent pas la main, voilà, les appeler vers nous, en fait. Les réfugiés congolais hébergés par le Rwanda dans les camps de Kiziba et de Nkamira en province de l'Ouest dénoncent les massacres répétitifs contre les populations Tutsi et Banyamulenge du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les Hema de l'Ituri d'expression. Ils s'indignent également contre le silence de la communauté internationale face à ces atrocités commises dans leur pays. Jean Damascène Manichimé nous en dit plus. Tout ce lundi, tous les réfugiés des camps de Kiziba et Nkamira, respectivement en district de Karongi et de Rubavu à l'ouest du Rwanda, se sont mobilisés pour montrer au monde leur indignation face à l'injustice et au massacre dont ils font objet depuis environ 3 décennies maintenant. Tout juste au mois d'octobre de l'année passée, l'an 2023, tout juste à Kirolirwe, les FDLR, l'armée congolaise, les FARDC et les Bazalendo, ils sont venus, ils ont incendié les maisons, précisément en Touro. Tout le village a été incendié. Et aussi le village de Gashunguru, tout incendié. Après, maintenant, ils ont capturé dans certains ménages la population, surtout les Tutsis. Après avoir les capturés, ils ont acheminé cette population dans les défenses. Je suis témoin oculaire, il y a nos frères et nos sœurs et mamans qui ont été capturés. Ils disaient que ce sont des M23. Or, c'était la tromperie. Ils ont acheminé tout juste dans les collines de Kiroriwe, au village à Petit Massissi. Ils ont tué, après avoir tué, ils ont jeté ces personnes et leurs cadavres dans les toilettes. La guerre, là, chez nous, on tue les gens. On tue les gens du matin au soir, on tue les gens, il y a la guerre partout. Mais nous demandons aux autorités congolaises de nous assurer la paix d'abord chez nous. Je suis venue de Kiwanja, au nord Kivu. Les Alendo étaient entrés dans la maison pendant la nuit. Ils ont emporté mon mari. Ils l'avaient torturé devant les enfants. Et ils l'avaient fermé un foulard noir sur le visage. Quand ils avaient toqué la porte pendant la nuit, ils avaient dit qu'ils cherchaient le Tutsi.
qu'on garde dans la maison. Et puis mon mari, il avait demandé Ninde à Kinyarwanda. Alors il l'avait pris, il l'avait torturé et il l'a emporté jusqu'à présent. On ne sait pas là où il est et là où il est parti. Il trouve le Tutsi en route ou bien dans la maison, il les prend, il les met les pneus de voiture et puis il les verse l'essence, il les brûle comme ça. Ou bien il les coupe la tête et il les prend quelque part. Pour ces réfugiés, le désir commun est de retourner chez eux. Un retour jusqu'alors compromis par les massacres qui se poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous demandons aux autorités de nous aider. Si on retrouve la paix au Congo, on peut rentrer chez nous. Parce que nous aussi, on a envie de rentrer chez nous, mais il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, nous avons organisé les marches pacifiques, l'État contre la génocide que le président Kisegeti et ses partenaires, comme SADC, le Malawi, le Burundi et le South Africa, qu'il fait pour tuer le peuple Tutsi. Nous voulons montrer à la communauté internationale comme l'ONU notre angoisse à propos parce qu'il tue les Tutsis, les Nyamulenge provenant du Sud Kivu, les Wahema provenant de l'Ituri, soit disant qu'ils sont les Rwandais, pourtant que nous sommes les Tutsis congolais. Je suis natif du Congo. Mes parents, moi je suis né ici au cas de Kiziba, mais mes parents, ils sont nés au Congo. En tout cas, nous demandons l'ONU et les pays de SADC qui rentrent chez eux. Parce qu'ils ne font n'importe quoi en air de cette question de voler notre richesse seulement et aider le président Kisegeti à tuer les peuples. En tout cas, nous crions à montrer notre angoisse que le président Kisegeti cesse la génocide qu'il fait à notre tribu de Tutsi. Nous ne sommes pas contents de ce qui se fait au Congo. Il y a le massacre qui se fait au Congo, précisément par Kisegeti pour les réfugiés, pour la population Tutsi qui est au Congo. Il y a beaucoup d'États qui font ces massacres jusqu'aujourd'hui. Ça continue. Nous ne sommes pas contents de ces massacres qu'il fait, puisque c'est la population qui est en train de massacrer. C'est nos voisins, c'est nos grands frères, c'est nos petites sœurs. Nous voulons que la communauté internationale doit s'asseoir et ils doivent comprendre que nous aussi, les réfugiés qui sont au Rwanda, nous voulons la paix, nous voulons que le Congo soit dans la paix et nous voulons aussi rentrer dans notre pays, le Congo. Les analystes de la politique sous-régionale estiment que ce problème congolais est accentué par la passivité de la communauté internationale, qui ne fait rien pour pousser les autorités congolaises à résoudre ses propres problèmes. C'est très malheureux que le monde se taise aux exactions qui sont en train d'être commises contre la population Tutsi à l'est de la République démocratique du Congo. Nous pensons que le monde a opté pour le silence parce qu'il a des intérêts à préserver auprès du gouvernement congolais. Donc les autorités congolaises leur payent régulièrement de l'argent. Ils font des lobbying en utilisant beaucoup de moyens dont ils disposent. C'est ce qui fait que pour ne pas compromettre leurs intérêts, ils ont préféré se taire et laisser les Tutsis subir leur triste sort qu'ils sont en train de subir, que nous voyons tous les jours sur les écrans des télévisions et sur les réseaux sociaux. C'est effectivement aberrant pour tout être humain qui a de l'humanisme de voir que des crimes indescriptibles comme le génocide qui est en cours ne puissent pas attirer l'attention de la communauté internationale. On comprend qu'il y a beaucoup de propagande tout autour. On comprend que le gouvernement congolais investit beaucoup pour que ces crimes ne soient pas dénoncés. Mais bref, ce ne sont que ces intérêts que tout le monde tire du gouvernement congolais qui justifient les silences qui s'observent.
Pour le moment, le Rwanda compte environ 80 000 réfugiés congolais, une grande majorité d'entre eux vivant au camp de Mahama à l'est du Rwanda, non loin de la frontière rwando-tanzanienne. Et toujours à ce propos, notre collègue Jean-Damascène Malishimge vient de s'entretenir depuis Kinshasa avec le Dosiv Kalenga, coordinateur du programme multidimensionnel de vulgarisation et de sensibilisation à PMVS en sigle. Ce dernier réaffirme que si le problème des réfugiés congolais n'est pas résolu, la RDC ne connaîtra jamais la paix et la stabilité. Suivez. Ce matin, les réfugiés congolais à l'ouest du Rwanda, ils ont manifesté pour dénoncer ce qu'ils appellent le génocide qui vise les populations Tutsi du Nord Kivu, les populations Banyamulenge du Sud Kivu et les Hema de l'Ituri. Est-ce que vous avez connaissance de ce problème des réfugiés congolais? Exactement, mais moi j'aimerais ajouter aussi les Téké dans le Kwamount, tout juste à la porte de la République démocratique du Congo, qui vit aussi le même sort que les Hema, les Tutsi et les Banyamulenge. On doit aussi savoir que le retour des réfugiés figure parmi les causes profondes des conflits à l'est du pays. Parce que la plupart des Congolais instrumentalisés par plusieurs politiques font comprendre que les problèmes ont commencé depuis 1996 et 1997 lors de la libération de la République démocratique du Congo, mais au contraire, ce problème tire ses origines depuis très longtemps. Il y a eu un accord tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'HCR pour le retour des réfugiés. Et vous allez savoir aussi parmi les revendications déjà de l'AFL, du FCD, du CNDP, du M23 aujourd'hui, quand ils ont créé défection en 2012, c'était parce que l'accord du 23 mars n'avait pas été respecté, notamment le retour des réfugiés, la cessation de la discrimination, de messages de haine à l'encontre de nos frères congolais des Tutsis, qui sont considérés aujourd'hui comme des étrangers, et pourtant ils sont congolais de souche. Nous en avons fait appel au gouvernement congolais depuis plusieurs mois aujourd'hui. Nous avons écrit des correspondances à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale, au gouvernement congolais, pour qu'on règle le problème des réfugiés à l'est du pays. Je me rappelle que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'a dit aussi l'année passée, ici je me rappelle très bien, c'était au mois de février 2023, il a parlé de retour de réfugiés, mais aujourd'hui personne n'en parle. On fait voir simplement que la guerre à l'Est a comme objectif principal les richesses de la République démocratique du Congo, et pourtant on se trompe. Ce n'est qu'une stratégie de manipulation, et pourtant ça figure, le retour des réfugiés figure parmi les causes profondes des conflits. Nous nous disons que tant que les réfugiés se trouvent toujours au Rwanda, en Ouganda et partout dans le monde, ce problème ne sera jamais résolu. Il faudrait traiter les causes profondes du conflit dans la cessation de la discrimination, dans le retour des réfugiés, car c'est leur terre, ils méritent revenir et vivre en paix. Si je vous comprends bien, la stabilité de la RDC passe nécessairement par la solution définitive à ce problème des réfugiés congolais. Mais exactement, parce que tant qu'ils sont à l'étranger, leurs enfants, lorsqu'ils sont dans des tentes, lorsqu'ils sont réfugiés, lorsqu'ils vivent des conditions inhumaines, parce que les HCR ne disposent plus assez de moyens. Je me rappelle qu'au niveau du Rwanda, il y a déjà plus de 25 000 réfugiés qui sont là. Et moi, je me dis que si on ne résout pas ce problème, même si aujourd'hui on éradique tous les membres du M23, pendant qu'il y a des réfugiés congolais au niveau du Rwanda, il y aura toujours un groupe d'individus qui vont se battre pour leur retour. Donc moi, je me dis que le seul moyen, ce n'est même pas la guerre, comme je l'ai toujours dit, le seul moyen, c'est les causes profondes des conflits. Cette identification où il y a aussi le retour des réfugiés, je pense que lorsque ça sera effectif, on peut parler du début de la résolution de problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Et si on regarde les pancartes que portent ces réfugiés congolais, on voit qu'ils dénoncent surtout, entre autres, le silence du monde face à ce qu'ils qualifient de génocide face à ces populations congolaises. D'après vous, pourquoi ce silence de la communauté internationale face à ces atrocités qui sont commises en RDC? Mais vous vous rappelez très bien, ça s'est passé aussi en 1994, lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le monde s'est tué. Il fallait que les Rwandais eux-mêmes puissent résoudre leurs problèmes. Moi, je pense que nous, Congolais, nous devons résoudre notre problème en tant que Congolais. Tant que nous attendons toujours des résolutions étrangères ou de certains pays partenaires pour s'ingérer des affaires de la République démocratique du Congo, on n'aura pas de solution. Nous avons adressé des correspondances au Parlement européen, la communauté internationale, l'Union européenne, à tous les niveaux. Nous dénonçons à travers les médias nationaux et internationaux.
mais rien ne se fait, c'est que signifie que nous devons résoudre ce problème en tant que Congolais. C'est pour ça que je l'ai dit, que ce problème est un problème congolais qui doit avoir des solutions congolaises. Nous devons mobiliser nos énergies pour résoudre les problèmes. Nous avons proposé plusieurs moyens de sortie de cette crise. Nous avons proposé même qu'on mette une commission mixte qui devrait travailler sur l'identification, où on devrait mettre en place, on devrait sélectionner les leaders communautaires de la société civile, qui malheureusement aussi la plupart sont manipulés par les politiciens. Mais nous aujourd'hui, qui avons au moins ce sens élevé de compréhension et d'humanisme, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer ce combat. Donc, ce qui signifie que nous ne pouvons pas attendre des solutions venant des étrangers. Nous devons trouver des solutions à des problèmes congolais de la manière congolaise en résolvant les causes profondes des conflits. Comme je l'ai dit, les membres du M23 sont des Congolais. Nous devons les approcher. Le gouvernement congolais devrait utiliser de cette humilité pour parler avec nos frères congolais. Si nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes avec nos propres frères congolais, comment est-ce que nous pouvons prétendre avoir le soutien des étrangers pour venir résoudre les problèmes que nous n'arrivons pas? Et justement, vous parlez de ces étrangers qui viennent en RDC. Et on voit également que ces réfugiés sont en train de dénoncer l'alliance de la RDC avec certaines forces comme les FDLR, comme les mercenaires qui viennent de peu partout. Et ils dénoncent également la collaboration avec les pays de la sous-région. Vous pensez que cette approche constitue une solution plutôt illusoire à ce problème? J'ai toujours dit qu'aucune puissance dans le monde ne peut battre un groupe d'hommes qui se bat pour leur survie. Nous allons dépenser des moyens, nous allons perdre des hommes, nous allons mettre même certains pays qui ne connaissent même pas l'histoire de la RDC venir se battre et ils vont perdre leurs hommes. Oui. Moi, je pense que cette solution est une solution pacifique qui doit se résoudre sur une même table. On doit baisser les armes, on doit essayer de résoudre ce problème. Rien que dans le dialogue, moi je me dis que si le gouvernement congolais prend la décision de résoudre ce problème d'une manière pacifique dans le dialogue, en moins de 2 jours, nous allons résoudre ce problème à l'est de la République démocratique du Congo et nous n'allons plus jamais parler de l'insécurité à l'est du pays. Parce qu'à chaque fois que nous voulons rejeter la faute à l'autre, c'est ce qui nous amène aussi à appeler les autres pour venir combattre pour nous. Oui. Donc nous devons prendre nos responsabilités, assumer la responsabilité de nos actes, appeler nos frères sur terrain, appeler nos frères ainsi que tous les leaders communautaires, essayer de se poser la question, on se bat pourquoi? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ce pays? Je pense que ce sera le début de la solution et ça sera la pacification de l'Est pour l'éternité. Les jeunes de la diaspora rwandaise de Belgique ont tourné au Rwanda pour apprendre l'histoire et la culture rwandaise ont visité ce samedi le site mémorial du génocide Sizagisozi dans la ville de Kigali. Ces jeunes accompagnés de leurs parents se sont déclarés dépassés par ce qu'ils ont vu, invitant par tout le monde à lutter contre toutes sortes de divisionnisme qui ne fait que ruiner l'humanité. Ils apprécient tout de même les efforts mis en œuvre par le gouvernement du Rwanda pour bâtir un pays ouvert à tous ses fils et filles. La visite du mémorial, elle était assez douloureuse, assez difficile, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Parce que, comme le monsieur l'a dit, c'est pas seulement un lieu de commémoration, c'est aussi un lieu d'apprentissage, parce qu'on ne connaît pas vraiment en détail l'histoire, même moi, qui ai des parents qui l'ont vécu, mon papa, je connais pas vraiment, je connais en grande ligne, mais pas vraiment ce qui s'est passé avec précision. Et du coup là j'ai appris l'avant, comment est-ce qu'on a véhiculé la haine, comment est-ce qu'on a installé ce climat chez des habitants qui à la base vivaient en unité. Et c'était très intéressant d'apprendre l'avant, le pendant et l'après, comment le pays s'est reconstruit, etc. Et c'était très intéressant. On nous a expliqué le génocide, donc avant, le génocide pendant et après. On a vu des témoignages, des photos, des vidéos. C'était très touchant et c'était marquant de penser que nos parents ont vécu ça et que c'est proche de nous. Mais au final, on a vu aussi comment le pays s'est reconstruit et comment toute la population, tous les Rwandais vivent en harmonie maintenant et comment tous les Rwandais font en sorte que tout se passe bien. Donc c'est très positif. L'union, travailler ensemble pour construire notre pays,
ne plus être divisé par qui que ce soit. On est tous Rwandais et on aime tous notre pays. Voilà. Je sais qu'en Europe, il y a beaucoup de gens qui ne se voient pas peut-être ou qui ne s'attendent pas dans l'union des Rwandais. Mais quoi qu'il arrive, on est tous Rwandais et on a un pays et on doit travailler pour garder ce beau pays et ne plus que les choses qui sont arrivées nous arrivent dans l'avenir. Ce que je dirais, c'est qu'on doit continuer, surtout enseigner aux enfants, d'être en paix avec tout le monde. Moi, je les apprends à aimer son prochain, vraiment à mettre l'amour avant tout. Et on continue à travailler pour qu'on puisse vivre tous ensemble. À ce moment, dans le monde, il y a beaucoup de guerres. Et on doit vraiment continuer. Nos enfants, c'est eux qui vont grandir pour demain, c'est eux que le pays a besoin. On doit vraiment les apprendre à chercher la paix, à vivre en paix avec les autres. Le message, je pense qu'on peut donner, c'est de toujours véhiculer la mémoire, parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour ne plus jamais que quelque chose comme ça arrive n'importe où dans le monde, même si c'est compliqué, qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans le même style. Il faut véhiculer cette mémoire toujours et se rappeler de ce qui s'est passé et surtout ne pas taire tout ça. Et c'est très important, je pense, surtout pour les jeunes comme nous, d'apprendre cette histoire, l'histoire du génocide, et de toujours en parler. Et niveau unité, je pense que c'est super important que la jeunesse rwandaise se sente unie entre elles et qu'on bannisse vraiment tout. Les divisions, que ce soit les divisions entre classes sociales, les divisions entre sexes, les divisions entre quelconque division qu'il peut y avoir dans la société, il faut essayer d'être tous unis, peu importe d'où on vient, peu importe notre classe sociale, notre statut. Et je pense que c'est très important de s'aimer les uns les autres, même si ça paraît un peu bateau et gnangnan comme expression. Et voilà, savoir qu'on est tous frères et sœurs, tous rwandais, et que plus jamais il faut qu'une haine puisse s'installer au sein de notre société. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.